Première colle de français, je fais ma colle et tout, enfin, je fais mon intro, première partie, deuxième partie, je donne tout, troisième partie, là je lâche une conclusion. Mais là c'est pas le colleur, il me regarde et il me demande, il me fait, dites-moi, bah, je dis, vous venez de quel milieu? Non. Du coup je lui explique, je fais, ouais, je viens d'Aubervilliers et tout. Il me fait un truc, je l'oublierai jamais, il m'a dit, je pense pour vous la prépa va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, je crois en vous et tout. Je fais, moi dans ma tête, mais t'es sérieux? Tu fais le clap ou tu le fais? Non, toi. C'est parti. Bonjour Magie, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Comment vas-tu? Moi, très bien. Tranquillement. On va dire que j'ai dépassé le couvre-feu. Là, ça me change d'habitude. On va essayer de retracer toute ton histoire, parler de l'enfance, de comment tu as vécu, comment ça t'a forgé, dans quel milieu social, le rapport avec les parents, le rapport avec l'école, du sport, du foot. On a ce truc en Pas de commun, souci. d'avoir été capitaine de cette grande institution. Qui s'appelle l'équipe de foot de l'Elsta Paris. Et après parler du monde du travail et sur le cours naturel de cette discussion. Je commence toujours avec une question décalée. Ouais, pas de souci. Pour toi, j'ai réfléchi tout à l'heure, je te montre pas, j'ai essayé l'inspiration de venir et je te la posée. Qu'est-ce qui te rend heureux? Waouh! Ah ouais, quand même. J'entendais pas une question comme ça. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ça va faire un petit peu, on va dire, cheesy, tu vois, mais quand les gens sont heureux. Moi, je t'avoue, quand les gens sont heureux, je suis heureux. Tu vois, quand je vois les gens sourire, je souris, tu vois, je rigole pour rien. Je kiffe genre les rires de Marcy ou des gens tu vois, qui rigolent comme ça et qui font un rire assez marquant. J'aimerais qu'on refasse le film de toute ta vie, comme j'ai dit. Et comment tu grandis et où? Ah ouais, moi j'étais un gamin hyperactif, hein. Je pense que ça se voit de toute façon. Enfin, maintenant ça se voit. Non, j'ai eu plusieurs vies, hein. Vraiment, j'ai eu plusieurs vies. On va dire que j'ai grandi en fait au 4 chemins. C'est à la porte de Paris, mais c'est pas Paris. Ça a toujours été, j'ai toujours grandi dans des quartiers populaires, hein, pour pas me déplaire, pour être honnête, c'était assez vivant. Et au 4 chemins, en fait, ce qui était assez particulier, c'est que j'ai grandi sur le même palier que, on va dire, la moitié de mes cousins en fait. Et on était dans la même classe, que ce soit en maternelle, etc., maternelle, CP. Et honnêtement, j'étais pas du tout bon à l'école, quoi. En fait, j'étais toujours avec mes cousins, enfin, on faisait un petit peu n'importe quoi. Et donc ça, on va dire que c'était vraiment la première étape d'une vie. Vraiment, là, j'allais nulle part, tu vois. Genre, même, je crois que nos mères étaient convoquées à peu près toutes les semaines parce qu'on parlait en arabe avec mes cousins. Ah là là. On va pas te mentir on disait pas que des trucs gentils sur les profs et tout, mais donc on a déménagé dans un truc un petit peu plus loin avec une chambre de plus. Et là, on a juste en fait fait le tour d'Aubervilliers. On est allé juste de l'autre côté, un peu après la mairie d'Aubervilliers, donc côté la Courneuve, juste derrière les 4000. Et ouais, très joli quartier. Ouais. Belle réputation. Très belle réputation. Des bons rappeurs qui sortent de là, comme Dimas d'ailleurs. Et non, c'était. Voilà, on va dire que là, c'était la deuxième vie qui a commencé, parce que du coup, je suis arrivé dans une nouvelle école. Donc ouais, voilà, ça c'était vraiment l'enfance, on va dire la deuxième partie, qui aura duré qu'un an, parce que la troisième partie arrivait vite, et en CE2, bah, c'est là où j'ai eu un gros problème moi au pied. Donc je sais pas si tu veux qu'on entame cette partie-là. Ouais, on peut en parler. Mais voilà, globalement, en fait, j'ai eu un problème osseux au niveau de la tête des fémurs, donc c'est ce qui lie ton bassin au fémur. Voilà, c'est vraiment une petite boule, et en fait, c'est un truc qui n'a pas forcément de cause. Il y en a qui disent que ça peut être dû à l'hyperactivité. Hein, voilà. Ceci explique cela. Ouais. C'est possible. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est mon os était plus irrigué en sang. Donc en fait, quand ton os est plus irrigué en sang, ce qui se passe, c'est qu'il fond. Pas vraiment fondre, mais disparaît. En fait, il est plus irrigué en sang, donc t'as plus ton os est plus assez solide, et donc il s'effondre, entre guillemets. Donc voilà, en fait, ça a mis beaucoup de temps. Ce qui était le plus dur, en fait, c'est que ça a mis beaucoup de temps. Et donc, tu vois, c'est quelque chose qui se voit pas, donc personne ne te croit. Parce qu'au départ, ça se voit pas dans les radios. Et ça fond petit à petit. Et donc ouais, au début, je t'avoue que je boitais. Et le plus dur, c'est que personne ne me croyait. Donc ça, c'était le plus chiant. Et t'avais une douleur constante? Ouais, c'était horrible. En fait, je boitais de ouf. Et tu vois, mon père, il me disait même arrête de faire le comique. Donc ça, c'était relou. Donc
Là, j'espère que tu t'enverras pas ça aux services sociaux. Non. Les mecs m'ont d'arrêt de tuer. Ouais. Non, je rigole, mais ouais, du coup, au bout d'un moment, ça devient vraiment intenable. Donc là, ils ont fait une radio. Bon, là, ils voient qu'il n'y a plus d'os. Donc, bon, ils se disent, ouais, en fait, c'est une ostéochondrite, c'est ça que ça s'appelle. Mhm. Donc, bref, après un long séjour à l'hôpital, quelques mois, etc. Là, ils m'ont donné après. En fait, j'avais plus le droit de marcher sur mon pied pendant 2 ans parce qu'ils ont libéré cet os. Ouais. Et du coup, il a fallu le reconstruire. En fait, j'ai eu de la chance parce que j'étais à un âge où ça se reconstruisait encore. C'était à la phase de croissance. Ah, trop bien. Même si j'avoue que je suis pas très grand, c'est la phase de croissance. donc non, j'ai eu beaucoup de chance, même si après la phase de. Enfin, même si j'étais dans la bonne période, en fait, il reste quand même un gros risque, c'est que ça se reforme pas à la même taille. Et bah, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai découvert il y a pas longtemps, quoi. Mais ça s'était bien reformé au départ, mais on va dire que ça dépassait un petit peu. Donc voilà, ça c'était la 3e vie où il fallait aller à l'école avec une 3e jambe, hein, une jambe en bas. Et ça prend combien de temps? Ça a pris 2 ans. Quand même. Ouais, je t'avoue que le plus dur c'était pas ça. En fait, c'était cool parce que du coup, tu étais un peu la star de l'école. Tout le monde te connaît, tout le monde dit oh, c'est le petit avec la jambe rouge et tout. Oh, regarde, il joue au foot et tout. Tu jouais au foot avec? Ouais, j'essayais. Ah ouais. Et du coup, à chaque fois, je la cassais, ça coûtait des sous. Donc, mon père, il m'a. À un moment donné. Je t'arrête. mais ouais, donc ça, c'était la 3e vie. Après, une un petit peu plus retour à la normale. Bon, il a fallu rééduquer un petit peu là. Apprendre à beaucoup de marcher. rééducation pour apprendre à marcher, ouais. Mais voilà, après, c'était passage au collège un peu, on va dire, rien de spécial, tu vois, enfin, vraiment juste un collège où les profs sont pas souvent là, mais bon, Ouais. t'es pas dans un collège où, t'es dans un collège de Z, donc c'est un peu plus difficile à ce moment-là. Et après, le seul truc peut-être intéressant, c'est à ce moment-là, on commence à avoir un petit potentiel. Donc les profs commencent à me conseiller pas mal, surtout ma prof principale de français, qui me conseille d'aller en fait dans un lycée à Paris. Et là, mon père il est trop chaud pour l'idée. Il me dit lycée à Paris, mon père il fait ça y est, c'est le futur président. Elle va sortir d'ici. Ça, il va partir, il va quitter le quartier. Et en fait, tu veux pas partir, tu veux pas changer de quartier comme ça. Si tu es assigné à un lycée, tu es assigné par carte. Enfin, non, c'est des zones en fait. Même dans des villes, tu as des zones. Et la seule raison pour laquelle tu peux changer, c'est qu'il faut avoir des dérogations spéciales. Donc généralement, c'est handicap ou une langue. On m'avait même proposé de faire du polonais, je crois. Carrément. Parce que t'as aucune école qui le fait du polonais dans le quartier ou même dans les environs. Et il y avait un lycée qui le faisait à Paris, un bon lycée, je crois que c'était Hélène Boucher si je me souviens. Donc ma prof m'avait conseillé ça et tout, moi j'étais là, je suis pas chaud quand même. Donc je me suis pas battu pour celui-là, celui-là je me suis pas battu. Et après, arrivé au lycée, à Corbusier, à Aubervilliers. Et ouais, non là c'était, je veux pas te mentir, je pense la meilleure période et le meilleur truc qui puisse arriver en fait, parce que là tu vois, tu viens en fait tes meilleures années. Oui. Tu joues au foot tous les jours, on avait grave du temps, tu forges en fait encore plus d'amitié, enfin tu renforces vraiment tes amitiés avec les gens qui t'ont grandi, etc. Et je pense que si j'étais allé à Paris, ça m'aurait plus fait déprimer qu'autre chose en fait. Et surtout que scolairement parlant, c'était pas académiquement parlant, voilà. C'était pas forcément une mauvaise chose non plus en fait, parce que ça m'a permis de sortir du lot. Et c'est peut-être ce qu'ils ont regardé en prépa quand j'étais pris à Belgrand, tu vois, c'est peut-être ce qu'ils ont regardé aussi, c'est décalage. C'est est-ce qu'il est bon dans une mauvaise classe ou comment en fait il s'en sort aussi dans un lycée qui est pas très bien classé. Je t'avoue, on m'a dit fais une prépa, je savais pas ce que c'était. Encore une fois, tu vois, on me pose des trucs, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'en vrai, on n'a pas trop d'ambition. C'est pas qu'on n'a pas d'ambition en fait, mais on nous dit de viser le bac. Là, je suis allé en prépa, premier jour, première claque, tu vois, normal. Petit 1 sur 50, je crois. Je crois que j'ai eu 1 ou 2. Ah ouais. 1 ou 2, direct. Trop nul. Qu'est-ce que tu te dis, je vais pas y arriver? Non, moi je rigolais de ouf. En fait, les autres ils avaient des mauvaises notes et ils pleuraient. Et moi je rigolais. Et en fait, parce que moi dans ma tête, j'étais arrivé, j'avais rien à perdre. Rien à perdre. Tout à gagné. En fait, les autres ils avaient une lignée de gens qui avaient fait Polytechnique derrière ou Centrale, etc. Donc c'était plus difficile pour eux, je pense, mentalement, parce qu'ils avaient une pression. Mais tu vois, moi j'étais en Champions League et j'étais le. Outside. J'étais le Bate Borisov. Et je jouais Liverpool, tu vois. Et j'étais là. Bon, Liverpool, ils sont pas bons en ce moment, mais tu vois, je jouais, on va dire, Manchester City.
Et du coup, c'était. Tu vois, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui va aller jouer à Manchester City? Bah écoute, donne tout Ouais. et tu verras ce qui se passe. Donc, ouais, tu vois, essayer des choses. Je t'avoue, les 2 premiers mois, le truc qui m'a fait le plus chier, c'était pas les cours en fait, ou même le niveau, mais c'était plus le manque de repères culturels. J'avais absolument aucun repère culturel. Genre, T'es un après ovni. Ouais, tu vois, les gens ils me font après les cours, venez, on va au bar, tu vois. Ouais, puis je sais pas, tu vois. Moi, généralement, j'allais juste au kebab et tout. Ça fait cliché, tu vois, mais c'était vraiment juste. C'était plus ça les sorties. Et ce qui s'est passé, et ça vraiment, histoire vraie. J'étais mort de. Enfin, j'étais mort. Sur le coup, je l'avais pas bien pris. Première colle de français, je fais ma colle et tout. Enfin, je fais mon intro, première partie, deuxième partie, je donne tout, troisième partie. Là, je lâche une conclusion. Je saurais pas dire ce que c'était comme sujet. Mais là, c'est pas le colleur, il me regarde et il me demande, il me fait. Je sais pas, moi je dis, vous venez de quel milieu? Non. Je t'assure, je te promets. Mais c'était pas méchant, Ouais, il m'a juste demandé pour savoir en fait. Et du coup, je lui explique, je fais, ouais, je viens d'Aubervilliers et tout. Il me fait, ouais, parce que ça se ressent en fait dans votre manière de parler et tout. Et là, il me fait un truc, je l'oublierai jamais, il m'a dit, je pense pour vous, la prépa va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, je crois en vous et tout. Je fais, moi dans ma tête, mais t'es sérieux? C'est un compliment, mais on sait pas trop ce que c'est. Mais t'es sérieux, ça va prendre plus de temps? Enfin, déjà, un premier choc culturel quand tu viens à Paris, enfin, quand tu passes le périph', c'est assez proche et assez loin. Et on le dit pas souvent. On dit que tu peux juste venir et t'inquiète, ça va bien se passer, mais c'est dur. Et même quand tu arrives, moi quand je suis arrivé à l'Insta, c'est la première fois où j'ai eu aussi cette approche, tu vois, des gens venir d'autres milieux. Franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, tu te sens vraiment différent. Après, c'est à toi de faire le taf, hein, de t'intégrer et de prendre ce que tu es venu chercher. Mais c'est dingue. Mais quand toi, tu pars à Singapour, que tu sors, là, t'as sauté le périph', là, là, t'as sauté des océans. Comment ça passe ton adaptation là-bas? Alors, tu t'accroches à ta bande de potes ou tu fais quand même le step d'aller découvrir? J'ai pas eu de difficulté. Donc quand je suis arrivé, la seule difficulté c'était d'essayer de comprendre un petit peu les cours, comment ça fonctionne, parce qu'il fallait valider certains trucs, et puis c'était un peu différent, plus d'un point de vue académique. Sinon le reste, non, ce qui est facile, on va dire avec Singapour, c'est que ça reste assez western, très occidental quand même dans la manière de penser. Dans la manière de penser. Je dirais que c'est pas... Tu vois, il y a 3 paliers de choc, je dirais qu'il y a Singapour, juste après tu as Hong Kong, et après tu as les autres pays de l'Asie. Tu vois, c'est des pays où il reste quand même une grosse communauté expat, etc. Une grosse aussi communauté française. Donc au départ, on a beaucoup échangé avec des Français. Donc, tu vois, c'est plus facile quand même de construire des... Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai jamais été aussi français que quand j'étais à l'étranger. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de ouf. Et, et honnêtement, tu vois, c'est là où je me sentais vraiment français en fait. Tu vois, moi j'ai jamais eu honte de le dire, mais c'était... Tu connectes. Ouais, c'est plus à l'étranger en fait où tu es là, tu cherches des Français quoi. J'ai commencé à bosser dans pas mal de trucs et j'ai fait vraiment tous les tafs possibles, je pense. Genre vraiment des tafs, tu te dirais, mais est-ce que ça existe ce truc? Au départ, j'ai commencé par donner des cours de maths et de physique donc à des enfants généralement du lycée français de Singapour. Donc là, à ce moment-là, c'était plus de la découverte des villas les plus impressionnantes possibles. Parce que les contrats expats, c'était quelque chose à l'époque. Ça se fait plus beaucoup maintenant, parce qu'au départ, c'était vraiment pour attirer ce qu'ils appellent des leaders en fait, dans leur catégorie. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin de ça à Singapour. Ils ont développé leurs propres leaders locaux. Donc, il y a plus de... Tu vois, ils n'ont plus besoin d'un mec, par exemple, de Total qui doit venir, etc. Ils ont Tu vois, ils peuvent avoir 5 ans. Donc là, je commençais à mettre en contact aussi et puis rencontrer des gens en soirée, et notamment dans le milieu de l'événementiel. Et c'est là où j'ai commencé à beaucoup bosser dans l'événementiel. Et là, j'ai touché à tout. Au début, je faisais plus du DJing, donc c'était plus des événements. Ouais, c'était cool. C'était cool. Je t'avoue qu'au début, c'était des trucs pas payés, tu vois, c'était juste pour se faire un petit nom et ensuite commencer à incrémenter. Ouais, exactement. Donc j'ai bootstrappé à balle, tu vois, je me suis fait des contacts et après je me suis retrouvé à par exemple faire les soirées étudiantes, des événements, enfin tout ce qui est étudiants internationaux en échange, etc. Donc généralement c'est des soirées à 1000 personnes et tout, donc t'es bien payé en plus de l'heure. Ça c'était cool. Je fais des mariages. Et je pense que le plus improbable c'est un jour, on m'a demandé si je pouvais porter un costume de gorille pour un événement MBA. Il me restait une année à faire. Et là il y a une boîte qui en fait poste sur Facebook.
donc dans le groupe des Français de Saint-Gall, Mhm. et qui cherchaient des comptes. Et moi je fais je suis chaud. Bah, Ouais, du taf, je suis t'as chaud. une Tu vois, je suis bonne là. Vas-y. ligne sur le CV. Je suis chaud. Ils me font ouais, mais du coup, tu fais encore tes études et tout. C'est parce que quand je fais écouter, moi j'ai le droit en fait de bosser 2 jours par semaine avec mon visa. Mhm. Donc en fait, j'ai le droit de bosser 16 heures. Si vous voulez, on fait 2 fois 8 heures, on fait ça mardi, mercredi. Vous, ça vous permet de payer, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui pourra peut-être rester après. Et puis moi, ça me permet de faire un stage, d'acquérir de l'expérience et Ouais. puis d'être payé. Et bah, Surtout d'être payé. sur le papier. Ah, c'est clair. Donc là, ça se passe super bien les entretiens, c'est hyper cool, ça se passe bien. Tu vois, leur produit, il était assez intéressant et tout. Donc là, ils me prennent et je commence, je fais 2 jours par semaine. Et au final, tu vois, après ce stage-là, bah, ils me proposent une offre. Ah, c'est bien. Ouais, ils me proposaient l'offre. Et moi, je t'avoue que j'avais 2 choix, tu vois. C'était soit j'acceptais, enfin 3 en fait, soit j'acceptais ça, soit j'allais voir une autre offre et puis je repassais encore Des des entretiens. tours, des entretiens, à faire son CV. Soit je rentrais en France et je devais faire un PFE. Ok. Je t'avoue, faire son PFE, c'était hors de question. Non. Faire un stage alors que j'en avais déjà fait pas mal et puis être payé 1000 balles ou 800 balles, C'est pas terrible. je crache pas dessus, tu vois, mais genre, honnêtement, les stagiaires, il y a un problème, tu vois, ici. Il faut quand même beaucoup de taf pour ce qu'ils sont payés, je trouve. Donc j'ai accepté, j'ai commencé direct, j'ai enchaîné. Donc les gens, tu vois, ils commençaient leur PFE, moi j'étais déjà en train de mon bosser. CDI et tout, enfin j'étais bien, tu vois. C'est cool. Et voilà, après, bon, je t'avoue qu'après 6 mois, 1 an, j'ai bien kiffé, hein, j'ai commencé à beaucoup voyager, je faisais pas mal de petits trucs. Tu vois, tu mets un peu de côté et tout, donc c'est cool. Mais là, tu te dis, bon, pourquoi je fais ça, quoi? Ah, c'est clair, pourquoi je me lève le Ouais, matin? pourquoi je me lève? Et là, la réponse était simple, en fait, je me lève pour rien. Vraiment, c'est pas... J'ai aucun impact. En fait, tu prends la terre maintenant, tu prends la terre sans moi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà, après, ils pensaient que l'amour pour la finance viendrait avec le temps. Mais Jamais. il n'est jamais venu, donc à ce moment-là, je me suis cassé et j'ai rejoint Entrepreneur First. Ok. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, je voulais déjà monter une boîte. J'avais pas forcément d'idée. Hein, Je savais que tu voulais entreprendre. ouais, je savais que je voulais faire des trucs en fait. Je voulais voir un petit peu ce milieu où tu commences quelque chose de zéro. Et surtout, en fait, je connaissais rien du tout. Et genre, c'était impressionnant à quel point en fait on n'y connaît rien à ce milieu-là. Alors, tu vois, moi dans ma tête, par exemple, juste lever des fonds, c'est impressionnant, c'est cool. En fait, c'est nul de lever des fonds. Oui, c'est ce que je lis, c'est censé. Ça n'a pas de sens, tu vois. En fait, tu dilues, tu fais entrer dans ton capital et dans ton board des gens qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Tu t'endettes. Tu t'endettes. Et puis surtout, ça veut dire que tu n'as pas encore généré de revenus, donc tu n'as pas trouvé encore le product market fit, donc tu n'es pas encore en train de vendre, donc tu as besoin de lever du capital. Après, c'est vrai que si tu es en période de croissance immense et que tu as vraiment besoin de cash là tout de suite, ok, il faut peut-être lever de l'argent. Mais tu vois, moi j'arrivais avec ces trucs-là où je voyais par exemple des articles, un tel a levé, j'étais là, j'étais jaloux, tu vois, je me suis dit, putain, il a levé des fonds, donc ça veut dire qu'il est riche. Et en fait, non, pas du tout. Ça se trouve. En plus, tu vois, ce qui est impressionnant dans les articles, c'est qu'on dit toujours This company raised X million. On te dit jamais sur quelle valorisation en fait. Donc il y en a, ça se trouve, ils ont signé pour 50% et c'est de la merde, tu vois. Mais on te le dit pas, on te dit juste la valeur pour impressionner et puis pour faire le buzz quand tu cliques, etc. Et puis tu dis putain, vas-y, moi aussi c'est ce que je veux. Je vais faire ça, ouais. Et je t'avoue qu'en fait, ouais, c'est là où j'ai remarqué que se concentrer beaucoup sur l'investissement et pas sur son produit. C'est tout bête, hein, tu sais, je suis sûr, il y a des salariés entrepreneurs ou des gens qui m'écouteraient, ils se disent il est débile, tu vois, c'est évident, mais en fait non, tu vois, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas appris en école, on n'a pas appris directement dans nos jobs. Ouais, donc ouais, tu vois, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses, et puis voilà, maintenant j'ai lancé Fairphonic il y a 18 mois, milieu de la musique, je dirais pas que c'est mon milieu de prédilection, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, c'est le milieu avec lequel j'ai le plus d'attache, et quand je me réveille, je me dis c'est cool, tu vois, j'aime bien, tu fais pas que de la musique. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que d'image externe on a l'impression qu'on ne connaît pas forcément le monde de l'entrepreneuriat, que lever des fonds c'est la finalité et que c'est là aussi tu le fais que tu as réussi alors que pas forcément. Et là je vois de plus en plus d'entrepreneurs justement qui disent que non, ils ont refusé. Je disais, j'avais une vidéo, je sais plus, c'est l'analyste qui disait qu'ils avaient refusé de lever 30 millions justement parce que tout le monde pensait qu'ils étaient fous. Les 3 cofondateurs ils disaient qu'il y avait 5 millions direct dans leur poche. Mais ils ont dit non, tu vois, parce qu'ils ont, tu vois,
Ah, ceux qui disent qu'ils sont fous, c'est qu'ils doivent avoir des parts et qu'ils veulent cash out. Exactement. Ils se disent bien. Généralement, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'à la Serie A, jusqu'à la Serie A, tu continues de créer des parts. On va dire, nous deux, on monte une boîte, toi et moi, on va avoir 50 000 parts chacun. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'on fait rentrer des gens, en fait, on va continuer de créer des parts, etc. Mais après la Serie A, à partir de la Série B, généralement, c'est là où tu peux commencer à revendre tes parts. Donc les gens qui vont entrer dans ton capital, en fait, ils commencent à racheter des parts. Et c'est donc à partir de ce moment-là où les gens ils sortent, ils cash out. Et du coup, s'ils sont pas contents, c'est parce qu'ils voulaient cash out. Si tu n'as pas besoin d'investissement au début, si tu peux vraiment bootstrapper au maximum, fais-le au maximum. C'est quelque chose que je conseillerais, tu vois. Et je t'avoue que moi, j'y comprenais vraiment rien. Genre, par exemple, les mots cap table, les mots dilution, etc. Mais je ne connais rien du tout. Alors que c'est des trucs concrets, tu vois, c'est même une boîte random. N'importe quelle boîte, une SAS, une SARL, tu vois, il y a des parts, etc. Enfin, en fait, tout ce système, je dis pas qu'il faut un cours qui soit vraiment assigné à ça à l'école. Ce serait comme tous les autres cours, on ne l'écouterait pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose auquel on devrait être sensibilisé plus tôt. Ça rentre encore une fois, je pense, dans la financial literacy, une éducation financière. Mais t'en parlais tout à l'heure que tu pars entrepreneur first. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? Ouais, donc Entrepreneur First, pour donner le contexte, c'est pas vraiment un incubateur, mais c'est un programme, je dirais, qui existe un petit peu partout maintenant. Ils ont Berlin, Paris, Londres. Moi, quand je l'ai connu, il n'y avait vraiment que Londres et Singapour. Singapour, c'était la deuxième localisation. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre une centaine de personnes, ok, 50-50. 50 personnes business, 50 personnes tech. Et l'objectif, il est simple, c'est faire des équipes de 2, business tech, le tech CTO et puis le business CEO. Généralement, celui qui fait le business, c'est celui. Enfin, généralement, on va faire un business dans l'expérience qu'il avait. Généralement, les personnes business qu'ils vont prendre, c'est des personnes qui ont 10, 15 ans d'expérience dans le retail, dans la finance, dans la musique, dans la bio, enfin bref, un petit peu tout, tu vois. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire des équipes de 2. Et tu as 3 mois pour faire des équipes de 2, plus trouver une problématique, plus une solution. Et à partir de là, après ces 3 mois-là, tu pitches en face d'investisseurs. Et s'ils kiffent ton idée, enfin, si vraiment la sauce a prise, et ils prennent 10% de tes parts de la boîte. Et en fonction de la localisation, il y a un certain montant qui est alloué. Donc, vraiment, ça varie beaucoup. Donc, moi, à la base, c'était 50 000 euros, par exemple, pour 10%. Ici, en France, je sais que c'est presque le double. Je crois que c'est 90 000 euros. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça qui fonctionne. Pour nous, c'était assez spécial. Je dirais qu'au bout des 3 mois, ils regardent quand même beaucoup l'équipe au final. Tu sais, au bout de 3 mois, t'as beau avoir la problématique la plus ouf du monde, je vais résoudre le cancer, en 3 mois, t'auras pas la solution. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'ils regardent pas forcément la solution, ils regardent quand même le problème, l'industrie sur laquelle tu te lances. Mais je pense 50-60% de la décision, elle se fait quand même sur l'équipe. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que moi, mon premier binôme, je l'ai pas lâché. Voilà, tu vois, il y en a, ils ont fait, c'était un petit peu un secret story, tu vois. Des ruptures. En plus, il y avait un Slack, il y avait carrément. Il y avait un groupe, tu vois. Donc tu voyais, ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait, mais bref, tu voyais un tel, on break up, un tel. Après, du coup, il y en a qui passaient beaucoup de temps à commérer. Ah, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cassé? Déjà, il y avait vraiment des vraies histoires. Et donc, tu vois, moi, je suis parti dans l'optique, dans la stratégie, dans ma tête, c'est écoute, première personne, de toute façon, on est 100. Et moi, des gens business, il y en a peut-être une cinquantaine, entre 40 et 50. Les choix, ils sont limités, il n'y aura pas la personne parfaite. Ça n'existe pas, tu vois, c'est comme un couple, ça n'existe pas. Prends la moins pire et essaie de construire à partir de là. Voilà. Donc, la moins pire, pour moi, elle se basait sur l'industrie. Donc, j'ai trouvé un mec qui était déjà dans la musique, donc parfait, tu vois, ça. En vrai, je vais pas te mentir, c'était le seul. Donc, vraiment, de toute façon, mes choix étaient limités. Après, j'étais intéressé soit de faire un truc dans la musique, soit dans le sport. Moi, c'était mes deux vraiment domaines de prédilection. Et du coup, à partir de là, tu vois, on s'est bien entendu, on a parlé un peu de l'état de l'industrie de la musique un peu en Asie. Voilà, il y a un bon fit. Il y a eu des moments ultra difficiles, vraiment, choc, pareil, différences culturelles. Ça joue beaucoup, tu vois, mon associé, il est quand même malaisien, mais en fait, là-bas, t'as pas mal d'ethnies, donc lui, il est chinois malais, ça reste quand même assez différent, c'est une conception de la vie qui est un petit peu différente, un concept aussi, pas que de la vie, mais aussi
comment tu appréhendes, comment tu vois le travail. Tu vois, moi j'ai compris que travail, ça voulait pas forcément dire résultat en prépa. Tu vois, je l'ai compris très rapidement. Enfin, rapidement, non, parce que j'ai pris des grosses claques pendant très longtemps. Enfin, mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris. Et en fait, lui, il valorisait par exemple pendant très longtemps quantité de travail égale quantité de productivité. Et en fait, non, pas du tout. Et tu vois, par exemple, on avait des clashs là-dessus, donc c'était l'histoire débile, hein, mais voilà, tu vois, il a fallu. Voilà, je me suis pas dit, écoute, on break up ou quoi. On a commencé ensemble. En plus, ça, c'est quoi l'intérêt si tu casses après 1 mois et demi? Et du coup, vous créez Fairphonic. Exactement. Là, vous êtes combien? Alors là, on en a recruté 2 il y a 2 jours. Du coup, on est. Allez, il y a des maths à faire là. 5, 6, 7, 8. Bon, là, on est 8. Ah, très bien. 8, 9 à peu près. Et lui, il est du coup en ce moment à Singapour toujours? Non, on a été pris dans un accélérateur en Corée du Sud, donc lui, il est en Corée du Sud. Donc, c'est un peu un bordel parce que. Mais c'est bien aussi. Ça montre l'ère dans laquelle on vit. Ouais, depuis 1 an en plus, tu vois. Moi, j'étais rentré du coup pendant le Covid. Donc voilà, là, on a lui qui est en Corée, on a une business développeur qui est en Corée. Parce que là, on travaille sur un nouveau produit qui est sur, entre guillemets, une marketplace entre des producteurs de musique et des danseurs. En fait, on aide les danseurs à reprendre leurs droits musicaux. Au lieu d'être un danseur et de danser sur du Drake, par exemple, si tu postes ça sur YouTube, tout l'argent ira chez Drake en fait. Donc ça sert à rien. Donc en fait, ce qu'on essaie, enfin si, on peut avoir une viralité en fait qui est assumée par la musique de Drake. Par contre, nous, on va les aider à créer leur propre musique et danser, en fait, créer leur danse à partir de leur propre musique. D'accord, ok. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui marche bien en Corée parce que la K-pop, hein. Forcément. Gros marché, grosse demande, gros offre. Donc ça se passe plutôt bien. Après, on a 3 personnes maintenant en Indonésie. On en a un qui est à Bali, un qui est à Jakarta et un qui est à Bandung. Donc c'est 3. Il y en a un qui est bien. Il y en a un qui est bien. C'est hyper bien résumé celle-là. Il y en a un qui se la coule douce qui est bien. Ah, j'avais pas pensé à ça. Quoique celui-là, Bandung, il est pas trop mal. T'as pas mal de rizières et c'est des paysages assez magnifiques. C'est près des volcans. Après, on en a un qui est à Singapour, donc c'est notre machine learning engineer. Ça, c'est le gars, ça. Ça, c'est le gars, ça. Ça, c'est le gars. Ça bien, mais c'est le gars. Un PhD, enfin, il sortait d'un PhD, donc non, avec lui, ça se passe hyper bien. Et là, on vient de recruter un mec en Tunisie, en full stack. En fait, j'étais le seul, tu vois, sur cette time zone un peu en France, enfin un peu Europe, tu vois. Donc voilà, on cherchait à grandir, on cherchait des full stack et puis du coup, j'en ai eu pas mal en fait qui ont postulé. Et puis là, du coup, ce mec en Tunisie, moi je t'avoue, on ne peut pas vraiment se permettre de prendre des gens en France avec la feuille, pas de souci. Tu vois, je reste toujours quand même assez persuadé que un bon senior que tu payes peut-être, je sais pas, 70 ou 80 000 l'année, ça vaut 3 personnes que tu vas payer 10 ou 15 000. C'est sûr. Mais là, on peut vraiment pas se le permettre, donc on préfère quand même rester sur ce modèle-là, et puis pour l'instant, ça se passe bien, donc on continue. Quand tu commences à entreprendre et que tu vois les choses qui se dégoupillent et tu sors d'Entrepreneur First, tu as ce premier boost là qui te permet de commencer une activité et tout. Comment tu processes les choses? Est-ce que tu dis, il y a forcément des surprises, mais est-ce que tu n'as pas une folie de te dire, il faut qu'on commence à recruter, qu'on fasse des choses et d'être en avance sur ton plan? C'est vrai que c'est quelque chose, surtout en fait dans les produits tech, est-ce que tu développes d'abord ton produit ou est-ce que d'abord tu développes ton business en fait? Et je t'avoue que moi, venant, surtout en fait avec mon associé, là où ça a beaucoup clashé, c'était vraiment sur cette problématique. Donc après avoir levé de l'argent, en fait, on n'était même pas occupé à est-ce qu'on recrute ou pas. Enfin, si à un moment, mais au départ, c'était vraiment... Moi, dans ma tête, c'est d'abord tu ramènes le business, et moi je ferai le produit après. En fait, lui, dans sa tête, c'est tu fais le produit, après je ramène le business. En fait, j'ai besoin du produit pour vendre. Et moi, je dis, je fais, bah non, en fait, vends d'abord le produit, le concept, et après on recrute et on a des trucs. Et tu vois, moi, je suis toujours quand même dans cette idée où vends d'abord ton idée, vois si ça accroche, tu vois. Donc c'est là où j'ai eu beaucoup de mal et j'ai perdu énormément de confiance à ce moment-là parce que je me remettais beaucoup en cause. Donc je me suis dit quoi, bon, tu sais quoi, développe le produit parce que tu vois, il mettait quand même beaucoup le fait en avant qu'il avait, je crache pas sur mon associé, pas du tout, sinon je serais pas là. Mais c'est une réalité, on va dire. Voilà, c'est juste quelque chose en fait qu'on nous apprend pas, surtout quand nous ingénieurs, c'est à communiquer. Pas à communiquer en fait avec des mecs business, mais à être hyper pragmatique avec des gens business
et à pas hésiter à challenger en fait le business. Tu vois. Parce qu'en fait, on sort de là, nos écoles, on réfléchit pas du tout business, on connaît pas trop les économiques. Franchement, là, je vais te le dire là maintenant dans la vidéo, mais tu prends 10 ingénieurs, tu leur demandes c'est quoi un CAPEX ou un OPEX. Je sais pas s'il y en a 9 qui vont te répondre, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y en a un qui va te répondre, pardon. Je suis dans les 9. Tu vois, je dis pas qu'il faut qu'on soit des pros ou même des spécialistes généralement dans tous ces domaines, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un petit peu, ce côté business. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est qu'au final, ça se répercute en fait sur ton état d'âme et ça se répercute sur toi-même en tant qu'ingénieur. Donc tu vois, moi ça m'a beaucoup remis en cause, beaucoup remis en question, alors que tu vois, j'avais un esprit hyper scientifique, etc. Mais le fait qu'il me remette en question, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est lui qui connaît le business, donc vas-y, il a raison. Donc tu vois, là on a commencé à se diriger vers un produit, mais développé vraiment bêtement. Vraiment, j'étais devenu une personne complètement débile, tu vois. Genre je développais parce qu'il me disait qu'il fallait que c'était ça qu'il fallait. Donc je faisais. On a même recruté, on a recruté en Inde en plus. C'était un petit peu plus difficile parce que généralement, en Inde, tu vois, le problème que j'avais, c'est généralement je recrutais quelqu'un, une semaine après il était déjà parti. Donc, parce qu'en fait là-bas, ça se joue beaucoup quand même au projet, ce que je comprends. Franchement, il y a un mec qui va te payer 2 fois plus, bah oui. En fait, ils n'étaient pas là pour le projet, ils étaient là pour l'argent. Donc dès qu'il y a de l'argent, un peu plus d'argent quelque part, ils vont partir. Ce qui n'est pas que ça vient juste parce que c'est de l'Inde, mais c'est ce qui nous coûtait nous moins cher. Donc tu vois, le fait de ne pas prendre quelqu'un full-time à ce moment-là, et parce qu'on ne pouvait pas se le permettre, c'était vraiment un gros handicap. Et donc tu vois, on n'avançait pas trop sur le produit, donc je commençais à faire par exemple du front-end alors que j'ai jamais fait ça, tu vois, j'y comprends rien. Moi je suis pas un techos dans l'âme, genre pas du tout, je le fais parce que c'est là où j'étais entraîné, puis je sais que dans les 10 prochaines années, si tu sais pas coder, ça va être un petit peu plus difficile. C'est comme parler anglais avant. Voilà, même s'il y a des solutions no-code, etc. Si tu as envie à un moment de développer une idée, il faudra quand même savoir un petit peu coder à un moment, je pense. Et puis voilà, moi je suis quelqu'un, je vais mettre les mains dans le cambouis, s'il faut les mettre, je les mets. Et donc tu vois, je me suis retrouvé à faire plein de trucs, du front-end, etc. Et là, on a développé un truc, et puis patatras, tu vois, vraiment, l'erreur classique, personne n'en veut, c'est logique, vraiment. Et je dirais absolument pas, j'avais raison, parce que non, au final, tu vois, même si je pensais que j'étais d'accord sur le fait qu'il fallait d'abord vendre le produit avant de le développer, là où j'ai été complètement débile et j'ai complètement tort, c'est de ne pas avoir assez appuyé ma thèse. C'est parce que j'avais pas assez confiance en moi. Ce que j'aime beaucoup chez mon associé, c'est qu'au final, il s'est remis en question. Et puis voilà, tu vois, on s'est imposé aussi des limites. Et puis moi, le fait que je sois en France aussi, ça me permet d'être un petit peu plus loin. Et de plus prendre les choses personnellement aussi. Vraiment de regarder business is business, vraiment réfléchir en mode business, mode logique. Et essayer d'être smart sur tes décisions. C'est vrai que ce que j'ai dit de pouvoir d'avoir cette capacité-là à séparer ton ego de tes idées. Et c'est là où tu es le plus productif et tu ne mets pas tes émotions, comme ils disent, on your sleeve. Mais c'est très intéressant et c'est ouf cette transparence-là que tu as dans cette relation-là, qui est normale, mais qu'on cache des fois, que les choses peuvent mal se passer, entre guillemets, mais dans le bien d'une chose, ce que vous essayez de construire et d'être honnête, et dans toute relation, c'est bien que ça qui marche. Ce gap entre le business et la technologie, entre le CTO et le CEO, je l'ai vu, je le reverrai, il existera tout. La question c'est comment est-ce que tu le tacles, comment est-ce que tu le combats et comment est-ce que tu fais pour remettre les deux au même niveau. Parce que pour moi la technologie, surtout maintenant avec la deep tech, etc. Maintenant c'est des boîtes tech maintenant. Tu vois, c'est plus juste des boîtes. Tu vois, tu prends il y a 15, 20, 30 ans, c'était quoi les boîtes les plus cotées? C'était vraiment des boîtes ultra orientées business. Je ne saurais même pas te dire en fait, tellement moi-même, j'étais pas né, je pense. Et puis surtout, c'était vraiment des boîtes ultra orientées business. Maintenant, tu prends le top 5, c'est Amazon, Facebook, Google, enfin, c'est les GAFA. Il faut continuer à apprendre et c'est très intéressant comme cette dualité-là et de ce manque qu'il y a chez les ingénieurs et il faut trouver la faille et pouvoir la combler. Et déjà d'avoir cette transparence-là, je pense que ça peut pousser le débat plus loin. On arrive sur le dernier segment où c'est des quick hitters. Oh là là. Question rapide, première chose qui te vient en tête. Vas-y. C'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? Mon père. Qu'est-ce que tu juges important que plein de monde oublie ou ignore? Le happiness. 80. Meilleur conseil que tu as reçu? Va à Singapour.
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'argent? Je dirais, faut comprendre comment fonctionne l'argent. Tu vas le perdre, l'argent, ça vient, ça part. Par contre, si tu sais le manipuler, tu comprends le cash flow, c'est beaucoup plus important que l'argent en lui-même. Ouais. Comment le placer, comment le fructifier. Un artiste ou une musique qui te rappelle ton enfance? Ouais, j'en ai beaucoup. Premier, Akon. Quand même. Avec music. Et 5 personnes avec qui tu aimerais partager un dîner pour bien discuter. En vrai, j'aimerais beaucoup quand même parler avec le fondateur de Spotify, tu vois, Daniel Ek. Plus par curiosité, vraiment par curiosité, parce que ce que j'admire chez lui, même si je trouve que le modèle de Spotify a complètement détruit le modèle de rémunération des artistes, en fait, de beaucoup d'artistes, c'est quelqu'un qui se renouvelle beaucoup. Tu vois, et vraiment le fait de voir, par exemple, juste là ce qu'on est en train de faire, un podcast comme l'avenir, en fait, c'est quelque chose, voilà, je trouve super intelligent. Vraiment essayer de comprendre un petit peu son esprit, son état d'esprit. J'aimerais beaucoup parler avec Pep Guardiola. Je trouve que c'est un tacticien, un génie formidable, hyper intelligent. Je dirais Oussama Hamar. Ouais. Je connaissais pas beaucoup Oussama Hamar avant, mais j'écoutais beaucoup de ses podcasts, beaucoup de vidéos de coups d'état. Ça te fera rire, hein, mais je pense que j'aimerais bien parler avec Bernard Tapie. Bernard Tapie ou je dirais Nicolas Sarkozy. Ouais. Ou François Fillon. Parce que les trois ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils savent se sortir de la merde. J'aimerais bien comprendre comment ils sortent de la merde. C'est quoi les secrets, tu vois, quand t'es Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui me resterait? C'était ma dernière lecture, donc je dirais Obama. Parce que j'ai beaucoup de questions sur son bouquin. Je pense que si on fait un value count, il y en a Obama une fois sur, on va dire qu'il marque 7 matchs sur 8. Après, moi, c'est pas que en bien, tu vois. Vraiment, je trouve qu'il est quand même très arrogant et c'est pas beaucoup remis en question. Je trouve qu'il a toujours eu des bonnes intentions, surtout après avoir lu son bouquin. Mais en fait, le fait que ils se disent toujours ça, c'était pas ma faute, parce que moi je suis avec les bonnes intentions et c'était la faute des républicains, parce qu'ils m'ont toujours contré, ils m'ont jamais laissé rien faire et le peuple, ils comprenaient pas que moi j'avais une solution long terme, une stratégie long terme. Ça fait quand même complètement défaut et je trouve que c'est complètement opposé à un mec comme Trump qui lui a compris comment parler en fait aux gens. Et voilà, ils veulent ça, bah écoute, c'est comme ça. Donc c'est voilà, c'est pas forcément mis en question, il a pas, je trouve, creusé un petit peu plus sur pourquoi les gens l'ont pas aimé, en fait, pourquoi est-ce que les gens ils voulaient le contrer. C'est vrai qu'il y avait le côté raciste, ça je le dénie pas, je le nie pas du tout, pardon, mais voilà, c'était juste une petite précision sur pourquoi est-ce que je lui parlerai mais pas en bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir pris ton temps de venir nous raconter tout ça. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Hyper content, très transparent, surtout dans ta relation avec ton associé. On rappelle, tout se passe bien, c'est juste que c'est la vie, quoi. Mais le pire, c'est que si tu lui demandes, il te dira la même chose en fait. Parce qu'on est hyper ouvert là-dessus sur ce qui va pas et on n'hésite pas vraiment à se dire en fait les choses. Ça, c'est hyper difficile. Donc voilà, moi je pense qu'il faut toujours être ouvert et quand ça se passe bien tu peux le dire comme dans tes stories Instagram et si ça se passe mal parfois aussi il faut le dire parce que il peut y avoir beaucoup de gens qui sont dans ce cas là et qui savent pas forcément vers qui se tourner, donc si tu peux en aider quelques-uns, un jour ça te reviendra aussi, donc voilà. Je pense que si tu donnes tu recevras un jour, j'espère. J'ai beaucoup donné. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.